Bienvenue dans cette nouvelle séance du Divan renversé. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Spotify, Deezer, Apple Podcast et également sur les réseaux sociaux, Instagram et TikTok. Aujourd'hui, je reviens vers vous pour vous faire un petit update de mon opération du bypass qui a eu lieu en janvier 2026. Pour information et pour ceux qui nous rejoignent, tout d'abord, bienvenue à vous. Sachez que j'ai été réopérée d'un bypass donc en début d'année et mes anciennes chirurgies bariatriques dataient de 2010 et 2013. Donc, opérée cette année en 2026, il faut savoir que j'ai très très bien vécu cette opération. Pour quelle raison? Parce que, au même titre que tous les patients que je peux recevoir régulièrement, je me suis repréparée, comme si je n'avais jamais été opérée. Et donc, j'ai voulu absolument refaire tout un parcours diététique, tout un parcours psy. C'était extrêmement important pour moi de reprendre les choses depuis le début. Non pas parce que j'étais en échec, puisque ce n'est pas le cas. Moi, c'est vraiment une complication qu'il y a eu sur le bypass, mais parce que je considère que quand il y a des reprises, on ne peut pas se limiter à nos acquis, mais on doit impérativement se remettre à jour, être certain qu'on est sur la bonne voie et surtout avoir les connaissances nécessaires et les bases assez solides pour se projeter en fait sur l'avenir. Le bypass, ce n'est pas une opération que l'on fait à un instant T qui va régler l'intégralité de notre vie et de notre passé et encore moins notre vie et notre avenir. Ce que ça va régler, c'est les problématiques de comorbidité qui sont liées au poids, mais en aucun cas, ça va régler vos problèmes de cœur. En aucun cas, ça va régler vos problèmes d'argent. Lorsque vous allez vous faire opérer du bypass ou de n'importe quelle chirurgie qui est amenée à être sur du long cours, parce que n'oubliez pas que oui, une chirurgie bariatrique va vous faire perdre du poids, mais en fait, cette chirurgie-là, elle s'arrête pas à un moment donné. Vous la gardez jusqu'à la fin de votre vie. Donc, il vaut mieux que vous soyez bien préparé. Donc, j'ai suivi tout le protocole habituel diététique que l'on demande à tous nos patients. Donc, moi, ça a duré, en même temps, ça dure depuis 2010, pour dire la vérité. Mais j'ai repris vraiment de façon très serrée pendant 8-9 mois. Ensuite, au niveau psy, c'est pareil. Il a fallu que je reconsulte, que je me remette au clair avec moi-même, que je sache exactement vers quoi j'allais tendre et les complications éventuelles aussi qui pouvaient s'ouvrir à moi. Quand je parle de complications, c'est pas les complications chirurgicales parce que ça, on ne les maîtrise pas et je faisais confiance à mon chirurgien pour qu'il n'y en ait pas. Et puis j'ai fait confiance aussi à mon corps pour qu'il n'y en ait pas. Mais je parle de complications psychologiques puisqu'on sait pertinemment que quand on a une transformation physique qui se met en place et une transformation qui va toucher quelque chose d'aussi intime que le poids, parce que je le rappelle, le poids est quelque chose qui est très intime parce que c'est souvent lié à notre histoire personnelle, au-delà d'être lié à une maladie qui est chronique et qui là encore va nous suivre jusqu'à la fin de notre vie. Donc il fallait que je sois vraiment au clair avec ça. Donc une fois que j'ai été prête, j'ai eu ma date opératoire et puis je me suis présentée le lundi matin à 8h pour aller me faire opérer. L'opération s'est extrêmement bien passée, je suis ressortie le lendemain matin, il n'y a pas eu de soucis, il n'y a pas eu de complications, il n'y a pas eu de douleur, il n'y a pas eu autre que une douleur au dos, mais c'était postural, c'était rien de plus. Je n'avais plus aucune douleur. Je suis rentrée à la maison puisque j'avais tout préparé en amont au niveau de l'alimentation. Tout s'est passé extrêmement bien sur la réalimentation. Mais moi, ce dont je voulais vous parler aujourd'hui, c'est la façon dont j'ai géré surtout ma convalescence. Donc, pour certains qui me connaissent, savent que je travaille depuis 2010 exactement en profession libérale et je n'ai jamais eu de moment d'arrêt de travail. Les seuls arrêts que j'ai eus, c'était quelques jours parce que j'étais enrhumée, j'étais malade, enfin bref, des petits arrêts. Mais même lorsque j'ai eu mon bypass en 2013, je n'ai pas pris d'arrêt de travail. Donc j'étais extrêmement fatiguée. Donc là, je me suis imposé cet arrêt de travail qui a duré 6 semaines. C'était long et court à la fois et je vais vous expliquer un petit peu comment ça s'est passé. Alors déjà, il a fallu que je m'y prépare.
En vrai de vrai, c'était peut-être le plus difficile au-delà de tout ce qu'on pouvait préparer. Non pas, parce qu'il y avait une organisation hors pair, hein, franchement, le fait de s'arrêter, ça changeait pas grand-chose, dans l'absolu à mon quotidien, à part le fait que j'allais pas à mon bureau et que, ma tête, allait devoir tourner pour autre chose. Mais il a fallu que j'appréhende tout ce qui était éventuellement l'ennui, que chez moi l'ennui est mortel. Il a fallu que j'anticipe aussi la fatigue et que, je sois dans l'acceptation que ma tête et mon corps allaient avoir besoin de ces moments de fatigue pour encore mieux récupérer. Et ça, c'est compliqué. Quand on a une personnalité dynamique, quand on est un peu leader, quand on a beaucoup de projets, quand on est dans l'action permanente, le fait de suspendre cette action-là, qu'elle soit intellectuelle ou physique, alors ça met un coup d'arrêt bien entendu, mais ça met un coup d'arrêt aussi au niveau du moral. Et c'est ça en fait que j'appréhendais le plus. J'avais vraiment peur de m'effondrer complètement. Et en fait, vous allez voir, il n'y a pas eu un effondrement réel, mais des micro-effondrements de temps en temps qui étaient de l'ordre de quelques minutes, voire bon, quelques heures au maximum, mais je n'ai pas eu un effondrement global de ma personne. Et ça, je pense que il s'agit de la préparation préopératoire qui a vraiment joué en ma faveur. La première semaine, autant vous dire que j'étais KO. Je suis rentrée chez moi, je dormais quand même pas mal. Et puis, quelques jours après l'opération, je pense que c'est la même semaine, j'ai voulu quand même aller marcher un petit peu et aller boire un thé. Donc je suis allée en centre-ville, j'ai marché, je sais pas, j'ai dû marcher environ 1 heure et demie, peut-être 2 heures pour me faire du bien, me dégourdir les jambes, aller boire un thé et je suis rentrée chez moi. Et après ça, j'ai eu l'impression d'avoir fait un marathon. C'était merveilleux. Je me suis donc endormie, j'ai dû dormir jusqu'au lendemain matin. Donc j'ai dû avoir 10 heures de sommeil, ce qui n'existe pas dans mon cas. Moi, je dors en général 5h30, 6 heures, et ce depuis des années. C'est mon rythme. J'ai un sommeil qui est extrêmement réparateur. J'ai beaucoup de chance de ce point de vue-là. Mais là, j'ai vu qu'il y avait quand même beaucoup de fatigue. Et cette fatigue-là, elle était déjà principalement physique et il fallait que je fasse attention à ça. Donc, je me suis imposé un rythme qui devait être aménagé pour pouvoir me permettre de me retaper le mieux du monde. Comment on se retape le mieux du monde une fois qu'on a eu une anesthésie générale? La première, une alimentation qui va être super clean et qui va nous permettre d'avoir assez d'énergie pour pouvoir nous remettre de l'opération. C'est-à-dire, il nous faut assez de protéines pour cicatriser, il nous faut des vitamines correctes pour pouvoir tenir debout. On a, nous, en plus, un bol alimentaire qui est restreint. Donc, les collations, les repas doivent être carrés et on doit vraiment écouter à la lettre ce que notre diététicienne ou notre médecin nutritionniste nous a dit. Et puis, par la suite, ça c'est mon conseil à moi, mais après, ça dépend des gens et surtout écoutez vos médecins et principalement vos médecins. En ce qui m'a concernée, dès que j'ai pu sortir de chez moi pour aller marcher, ça m'a fait un bien fou. Et plus j'étais à l'extérieur et plus j'avais l'impression de me remettre dans le bain de la vie. C'est-à-dire que le fait de rester chez soi, ne rien faire, dès qu'on a un élément extérieur qui vient perturber, on est fatigué énormément. Alors que pour mon cas, plus vite j'ai pu reprendre un petit peu d'activité, de voir de la foule, de me remettre en fait dans le quotidien classico-classique, et plus vite j'ai eu l'impression de reprendre un certain rythme. Donc ça m'a aidé. Donc j'ai pu à un moment donné reprendre un petit peu vie, j'ai envie de dire. Cependant, j'étais encore en arrêt. Je veux dire, moi j'ai repris vie au bout d'une dizaine de jours, mais il me restait encore quasiment 5 semaines d'arrêt qu'il a fallu un petit peu aménager, parce que c'est bien beau d'être chez soi, mais qu'est-ce qu'on fait? Moi, toute la journée, j'étais toute seule, je parlais à mon chat, mais c'est-à-dire que il me répondait pas, et heureusement, j'ai envie de vous dire. Donc, il a fallu que j'organise un petit peu mes journées. Alors, en amont, bien entendu, hein, j'avais prévu des lectures, j'avais prévu des lectures autres que des lectures professionnelles, ça m'a fait un bien fou. J'avais prévu aussi quelques pièces de théâtre et quelques autres choses que j'aimais beaucoup, donc j'ai regardé ça. Enfin bon, tourner en rond, à regarder des choses, à être consommatrice, c'était un truc qui est bien, hein, mais à un moment, ça va 3 secondes. Moi qui suis plutôt moteur et plutôt créative, j'avoue que ça a été un peu compliqué. Donc, il a fallu que je laisse un petit peu émerger ce qui pouvait m'animer. Donc ça a été le plus compliqué, parce que je me suis retrouvée à me poser la question du mais qu'est-ce qui t'anime vraiment en ce moment? Et là, il y a eu un grand blanc. Ça a été pour moi le premier micro-effondrement. C'est-à-dire que je me suis retrouvée dans une situation où si je ne travaille pas, donc si je ne vais pas à mon bureau, si je n'ai pas quelque chose en lien avec mon travail, je ne savais plus ce qui pouvait éventuellement m'animer entre moi et moi. Alors,
ça, je l'ai pas très bien vécu parce que je me suis dit: «Bah, quand même, il y a pas que mon travail dans la vie», ce qui n'est pas faux, hein. Il y a vraiment pas que mon travail dans la vie, mais c'est vrai que le travail prend une place assez infinie chez moi et donc il a fallu que je trouve, quelque chose qui me plaisait avant, qui me plaisait maintenant et que je ne m'octroyais pas vraiment. Alors déjà, ce qui me plaisait avant, c'était souvent du temps pour moi, c'est-à-dire me retrouver avec moi-même, à réfléchir, à faire le point, à me dire bon bah où est-ce que j'en suis. Et en fait, en me posant ces questions-là, j'avais l'impression d'ouvrir une espèce de porte à ma créativité et je laissais l'imagination faire son travail. Donc c'est ce que j'ai essayé de faire. Je me suis questionnée, je me suis demandé ce que j'aimais avant, est-ce que j'en étais toujours au même point ou est-ce que j'avais évolué? Et là, je me suis rendu compte qu'il y avait vraiment beaucoup, beaucoup d'évolution chez moi parce que ce qui m'animait avant n'existait plus aujourd'hui. Alors, ça n'existait plus, non pas parce que je ne laissais plus la place, mais parce que ça m'indifférait complètement. Et là, je me suis dit, ouais, donc en gros, moi, j'ai eu là 15 ans de ma vie qui sont passés quasiment. Et dans ces 15 ans de vie, j'ai évolué, ce qui est normal, hein, quand on prend 15 ans, on évolue, on prend de la maturité. Sauf que je me suis pas regardée vraiment de fond en comble et bah, je me rends compte qu'il va falloir que j'adapte les choses assez rapidement pour pouvoir et ben en fait me raccorder avec moi-même et puis me permettre de me réépanouir dans ma vie personnelle. Alors non pas qu'elle n'était pas épanouissante, hein, cette vie personnelle, elle est super épanouissante, mais quand il s'agit de faire des choses que pour moi, bah, ça me paraissait presque, c'était soit insignifiant, soit insatisfaisant, soit ça me faisait souffler en fait. J'étais assez indifférente. Et en fait, je me suis rendu compte que ces dernières années, ce qui s'est passé, c'est que je me suis surtout tournée vers d'autres personnes de mon entourage qui avaient besoin et je me suis un petit peu mise de côté et je me suis tellement mise de côté que les douleurs que j'avais au quotidien avec ce bypass qui était un peu problématique depuis 2013, bah, je l'avais vraiment mis de côté jusqu'à 2026. Donc il y a eu 13 ans de ma vie où j'ai vécu avec des douleurs juste parce que je voulais pas prendre de temps pour moi. Je me mettais vraiment à gauche pour m'occuper des gens qui, à mon sens, avaient plus besoin. Sauf que la seule personne qui a besoin de soi, c'est soi-même. Et ça, je l'ai bien capté. Donc, je me le suis pris un petit peu en face. Alors, ça s'est bien passé, hein. Il n'y a pas eu de phénomène dépressif ni quoi que ce soit, mais il a fallu digérer quand même un petit peu la nouvelle. Bon, une fois que j'ai eu digéré la nouvelle, il a quand même été intéressant de savoir ce dont j'avais envie, comment je voulais évoluer, qu'est-ce qui me plaisait vraiment et ce vers quoi j'avais envie de tendre. Et à partir de là, j'ai mon cerveau qui a commencé à se mettre en route et je me suis dit, il y a des projets que tu veux mettre en place pour toi qui n'ont pas forcément à voir avec ton travail, même si c'est un peu en lien, mais c'était en lien mais loin en fait. Ce que j'aime, c'est être tourné vers les autres, ça c'est la vérité, mais pour être tourné vers les autres, il faut aussi savoir un petit peu se tourner vers soi et qu'est-ce que ça va me rapporter à moi. Donc j'ai commencé à réfléchir un petit peu à des petites choses qui pouvaient être intéressantes, certaines dont vous entendrez très certainement parler, d'autres pas, parce que voilà, ça me concerne moins. Mais j'ai surtout voulu identifier aussi certains moments que je ne m'accordais pas par peur, je pense, des moments d'ennui. Alors, il faut savoir que chez moi, l'ennui, ça équivaut à un danger mortel. C'est si je m'ennuie, c'est une petite mort. Il faut que mon cerveau fonctionne tout le temps, sinon c'est pas possible, ça va pas. Je sais plus quoi faire de ma peau et c'est vraiment ça pouvait jusque-lors me mettre dans des états qui étaient très inquiétants parce que ça me faisait beaucoup trop cogiter et puis ça me faisait pas cogiter dans le bon sens. Et là, je me suis dit, mais tu as le temps de rien faire. Avoir le luxe de ne rien faire. C'est un vrai luxe, je vous assure. J'ai cette chance d'avoir des journées où je pouvais vraiment m'octroyer du temps, où je pouvais rester à ne rien faire, entre guillemets, mais à penser et à penser sur des choses qui ne sont pas productives. Je pensais sur des choses stériles et ça m'allait très bien. Et donc, j'ai commencé à réfléchir, à penser. Et il y a eu des moments où j'ai identifié, en fait, des pensées que je pouvais avoir et qui créaient chez moi des espèces d'effondrements de morale, mais ça durait genre 3 minutes. C'était assez impressionnant. Et quand je dis effondrement, je pèse mes mots. On est dans l'idée de l'effondrement de soi, comme si tout ce que je créais depuis quelques années pour me faire avancer, pour me constituer, n'était pas solide et devait reposer sur des bases solides. Et que le moment, en fait, de cet arrêt de travail allait me permettre de consolider ces bases-là que je voulais mettre en place et que je voulais faire perdurer. Alors, qu'est-ce que j'ai voulu mettre en place exactement ?
Alors déjà, garder des instants qui m'appartiennent. C'est-à-dire ne rien faire, c'est pas une injure, ne rien faire, c'est pas être feignant. Ne rien faire, c'est souvent se retrouver soi, reprendre un peu d'énergie et la reprise de cette énergie-là équivaut aussi à une énergie positive qu'on va pouvoir dispenser un petit peu autour de nous et quand on a par exemple mon métier, être en mesure d'avoir une énergie relativement positive, croyez-moi que ça nous aide nous dans nos métiers, mais ça aide aussi ceux qui viennent nous voir. Donc il fallait vraiment que j'ai des bases convenables par rapport à ça et que j'en garde un peu sous le coude me concernant aussi pour ne pas me retrouver avec des grands moments de vide, mais de vide dans lesquels je tombe, non pas des vides que je sais maîtriser. Donc il a fallu que je gère ça. Donc ça a été des moments de réflexion, c'était super intéressant. D'abord parce que on va pas se mentir, ça me concernait, donc je trouve sans prétention aucune qu'à partir du moment où ça nous concerne nous, c'est forcément très intéressant et que l'élaboration psychique ou intellectuelle de ce qu'on peut faire et de ce qu'on peut mettre en place pour nous est forcément fascinant. Et le fait d'avoir et cet œil intérieur de créatrice et de mise en place était aussi intéressante que l'œil de spectatrice qui voyait cette espèce de construction interne qui se mettait en place. En tout cas, je me suis régalée de ça. Et puis ensuite, les semaines sont passées, hein, est arrivé le moment où il a quand même fallu que je réenvisage de reprendre le travail. Donc là, on était début mars, j'ai repris le travail le 11 mars exactement. Donc j'ai pu faire le nécessaire pour reconstruire un peu des bases solides, pour reprendre vraiment une énergie qui était super positive et remettre des règles en place. Les règles que j'ai mises en place sont très simples. Je dois prendre du temps pour moi dans la semaine. Alors j'ai ce luxe, hein, attention, je suis pas en train de dire que c'est, quelque chose de complètement, général, chacun fait comme il peut. En tout cas, en ce qui me concerne, il fallait que je trouve des moments qui pouvaient me permettre, de me retrouver avec moi. Ces moments-là pouvaient me redonner de façon quasi instantanée un petit peu d'énergie et puis avoir des moments dans le week-end où je m'autorisais à ne rien faire. Avant janvier, il y avait peu de week-ends où je ne faisais rien. Peu de week-ends où je voyais pas les copains, peu de week-ends où on sortait pas, peu de week-ends où il y avait pas une activité de prévue. Alors c'était pas pour remplir le vide, mais c'est que nos semaines, et là je parle pour moi, je parle aussi pour mon entourage qui vit avec moi et autres, mon mari et autres. En fait, toute la semaine, on a vraiment des horaires qui sont très longs sur des plages horaires de journée très longues, c'est-à-dire on va dire de 6h30, 7h jusqu'à 21h30, 21h45, plus certains déplacements. Ce qui veut dire que la semaine, on ne prend pas de temps pour nous, on a peu de temps pour se l'accorder. Et là, je voulais plus. Je me suis dit, là, j'arrive d'abord à un âge qui fait que si je ne prends pas soin de moi et si je me passe toujours au second plan et si je ne prends pas en considération l'éventuelle fatigue que j'ai, je vais m'exposer à d'autres problématiques de santé et sincèrement, j'ai pas envie. J'ai envie de m'écouter un peu et me dire que s'il y a des matins où j'ai juste envie de ne rien faire en gardant le rythme, hein, parce que je me lève très tôt le matin, c'est pas le souci, mais si j'ai envie le matin de prendre mon temps, de ne rien faire, de ne pas être au bureau, il faut que je me l'accorde et ça sans culpabilité ou en tout cas sans me dire que je suis feignante. Juste, c'est normal dans une semaine, d'avoir des moments où on se régénère, d'autant plus quand on a des horaires aussi longues dans les plages horaires que l'on a nous. Et donc, on s'octroie ce luxe-là. Moi, je me l'octroie maintenant quasiment sur une demi-journée par semaine dans la semaine et non pas dans le week-end. Le week-end, c'est autre chose. Et le week-end, on a appris aussi à rester à la maison, à ne rien faire, ne pas forcément être dans l'obligation, mais c'est pas une obligation réelle en fait. On ne va pas forcément voir les copains viennent pas forcément à la maison, mais c'est pas pour ça qu'on prend pas de nouvelles, c'est pas pour ça qu'on les aime pas. C'est juste que il y a des week-ends, on a juste envie de dormir, on a juste envie d'être entre nous, on a juste envie de faire ce que tout le monde doit faire, c'est-à-dire on va faire les courses, marcher, on fait nos lessives et le ménage, enfin le truc basico-basique qui est pas vraiment très épanouissant, mais au final, quand je faisais ça et que je m'octroyais ces moments-là, je me suis rendu compte à quel point je prenais du plaisir à investir en fait mon intérieur, comme si jusque-lors, cet intérieur de maison que l'on avait, et on était là que pour qu'on puisse dormir et qu'on puisse partir. Sauf que c'est pas ça en fait. L'intérieur d'une maison, c'est aussi l'intérieur de nous. Donc si on n'en prend pas soin, il faut aussi se questionner sur
qu'est-ce qui fait qu'on n'en prend pas soin? Qu'est-ce qui fait qu'on le fuit? Est-ce que finalement, ne pas prendre soin de son intérieur de maison, c'est pas non plus ne pas prendre pas soin de l'intérieur de soi? Je me suis rendu compte qu'il y avait un petit lien qui se mettait en place et là encore, c'est mon point de vue sur mon expérience. C'est pas, l'expérience générale, mais essayer de raisonner et savoir si vous, lorsque vous n'entretenez pas à l'intérieur de votre maison, est-ce que c'est aussi quelque chose que vous n'entretenez pas à l'intérieur de vous? Donc voilà, on a mis en place, certains éléments. Ce qui est bien, c'est qu'on a réussi à mettre ça en place, à 2 et pourtant, mon conjoint n'a pas du tout eu ni d'arrêt de travail, ni d'opération, ni quoi que ce soit, hein, que je puisse le garder en bonne santé le plus longtemps possible. Mais, on a fait ça quand même à 2 puisque la dynamique, elle est quand même importante, dans l'équilibre et si je n'avais pas été dans cette réflexion-là et donc que je n'avais pas pu poser des mots sur ce qui se passait, j'aurais pas forcément pu lui exprimer ce que je ressentais et on n'aurait pas pu se mettre d'accord sur ce qui était bon dans l'intérêt du couple et donc si, bah, on allait dans le même chemin ou pas. Et là, en l'occurrence, j'ai réussi à avoir ce temps, en tout cas me le donner, le trouver important pour le réfléchir et j'ai réussi à poser des mots, à lui expliquer les choses, chose à laquelle il a complètement adhéré. Puis il m'a dit: «Bon, on va reprendre un rythme qu'on a envie d'avoir et on va respecter ça et ça va refaire, l'équilibre, du couple et ça va nous convenir et ça va nous rendre, encore plus épanouis et ce qui est le cas actuellement effectivement. Il faut savoir une chose, c'est que, lorsque, j'ai été opérée en janvier, il y avait aussi un élément que j'avais pas bien pris en considération. Quand j'ai été opérée en janvier, pour moi, c'était pour mes douleurs et initialement et j'avais fait une petite story par rapport à ça, où j'avais expliqué que moi, ma perte de poids, elle allait pas être folle et que voilà, il fallait pas s'attendre à des miracles et c'est la réalité. Faut pas s'attendre à des miracles. Mon corps, moi, il est pas fait pour faire 65 kilos et ça me va très bien. La seule chose, c'est que, la perte de poids qui a été initiée depuis janvier, c'est une perte de poids surprise. Non pas, surprise, «Oh là là, je tombe des nues», mais surprise dans le sens où je ne pensais pas que cette perte de poids allait engendrer chez moi des modifications et des transformations telles que je les vis actuellement. Alors, la perte de poids, elle est normale quand on a un bol alimentaire qui est restreint, enfin encore plus que ce qu'il était. Forcément, il y a une perte de poids au début. Mais ça va assez vite, d'autant plus que je rappelle que j'ai eu 3 chirurgies bariatriques et donc forcément, quand on a 3 chirurgies bariatriques, le corps, à un moment donné, sent qu'il va être mis en danger et il freine et il va pas perdre ou alors il va y avoir des transformations de silhouette qui vont se faire, mais on ne le voit plus sur la balance et donc de là, il risque d'y avoir quelques blocages, hein, qui se créent psychologiques ou encore des incompréhensions parce que, on pense que tout est parfait au niveau de l'alimentation et finalement sur la balance, ça se voit pas. Ce qui est super intéressant, c'est que justement sur la balance, ça ne se voit pas et donc soit on est happé par un chiffre uniquement et donc dans ces cas-là, on se bloque aussi psychologiquement, soit on a d'autres éléments qui nous font penser que les choses continuent à avancer et moi ça a été le cas. J'ai la chance, d'avoir pu prendre quelques photos, j'ai pris mes mesures aussi et donc forcément je vois que semaine après semaine, même si mon poids ne bouge plus du tout, bah, je m'en fiche un peu, tout simplement parce que mes mesures continuent à baisser, mes pantalons et mes vêtements me sont tous trop grands et c'est là où j'ai trouvé qu'il y avait quelque chose de bizarre, c'est que lorsque j'ai été opérée la première fois, j'avais des vêtements, je les ai gardés, hein, forcément, je vais pas virer toute ma garde-robe et j'avais un poids à quelques kilos près qui était, un petit peu équivalent, sauf que les vêtements m'allaient vraiment bien et là, les vêtements me vont vraiment large. Donc on a une modification de la silhouette qui est en train de se faire et la modification de cette silhouette-là, elle est très intéressante parce qu'on ne revient jamais au corps d'avant. Le corps que j'avais il y a 15 ans n'est pas le même corps que je vais avoir d'ici un an et demi et tant mieux parce que ça veut dire que, le temps fait son œuvre et qu'on ne perd jamais de la même manière. Donc à tous ceux qui veulent et ceux qui ont connu un corps mince, qui veulent revenir à leur corps d'avant, vous ne le retrouverez pas. Ce n'est pas, un message qui est défaitiste, c'est un message qui est réaliste. Dites-vous que vous devez impérativement prendre en considération le temps qui est passé, prendre en considération la silhouette et les impacts
que la prise de poids, a pu avoir sur vous et donc le corps quand il va mincir, ne va pas mincir comme quand, vous aviez 20 ans, quand vous aviez 30 ans et on ne retrouve pas à 45 ans le corps d'une jeune fille de 15 ans, ça n'existe pas. Même si intellectuellement vous le savez, il y a une part de vous qui idéalise un corps que vous avez aimé, que vous avez vu en photo, que sais-je, et vous allez vouloir y revenir et le risque à vouloir revenir à ce genre de situation, à ce genre de silhouette, c'est d'être en permanence insatisfaite de l'image que vous allez avoir dans le miroir. Le miroir va vous refléter une image d'un corps qui est meurtri par une maladie. Cette maladie, c'est l'obésité. Vous n'y pouvez rien. Pour certains qui n'ont jamais connu un corps plus mince, vous allez vivre dans un corps trop grand pour vous. Dites-vous que c'est là où on voit que la bariatrie n'est pas qu'un coup de bistouri pour enlever un morceau d'estomac, c'est encore tout un cheminement pour que votre corps devienne, entre guillemets, acceptable d'abord à vos yeux, puis aux yeux de l'autre, parce que là encore, ça relève de l'intime. Et par la suite, pour certains, et ceux qui vont être éligibles, vous aurez la possibilité de chirurgie réparatrice. Ça fait aussi partie du parcours bariatrique. En ce qui me concerne, j'ai beaucoup de chance. La façon dont je perds me convient. J'ai pas, je pense, besoin vraiment de repartir vers des chirurgies réparatrices. En tout cas, c'est pas mon envie pour le moment, mais si toutefois ça devait venir, bah, je vous tiendrai informé et je vous en parlerai. Il faut savoir qu'on parle de chirurgie de reconstruction, on n'est pas sur de la chirurgie esthétique ou plastique, on n'est pas là pour faire en sorte de devenir des bimbos. Alors ceux qui veulent l'être, grand bien vous fasse, mais en vrai de vrai, vous avez des cicatrices tellement importantes lorsqu'il y a des réparations, même si vous avez d'excellents chirurgiens, plastiques qui vont vous prendre en charge. N'oubliez pas qu'on est dans la réparation d'un corps meurtri par une maladie. On n'est pas sur l'idée, d'avoir 2 bonnets de plus, et puis, d'enlever un tout petit bout de chair. Des fois, on fait le tour quand même du corps pour nous ouvrir, pour redraper complètement le corps et faire en sorte d'enlever un excédent de peau. Donc on n'est pas sur de l'esthétisme pur, on est aussi sur quelque chose de l'ordre de la santé qui peut, amener pardon des problématiques, de peau, puis également, des problématiques de dos parce que quand on a un ventre, enfin en tout cas un tablier, d'excédent de peau qui pèse sur l'avant du corps, vous pouvez avoir des problèmes de dos assez conséquents et donc c'est pour ça aussi qu'on va vous l'enlever. Donc voilà, tout ça pour dire que j'ai trouvé que ma convalescence s'était très bien passée et que les 6 semaines dont j'ai eu besoin étaient extrêmement nécessaires pour non pas définir d'où je venais, parce que ça j'ai cette chance de savoir, mais de définir où j'avais envie d'aller. Et ça a été super intéressant de pouvoir l'évoquer avec mon suivi psychologique puisque, forcément, j'ai continué à avoir ce suivi-là et d'avoir cet œil complètement neutre d'une personne qui ne me connaissait pas, qui voit mon évolution au même titre que moi et qui a des questions qui sont judicieuses. D'abord parce que c'est des questions peut-être que je souhaite éviter entre moi et moi-même et donc là, elle me les pose et je m'y confronte, mais également parce que des fois, elle me pose aussi des questions que je me suis posées et ça, je trouve ça intéressant parce que d'abord je me dis que dans le cheminement intellectuel que j'ai, mis en place depuis cette 3e chirurgie, je suis peut-être pas dans le mauvais. Peut-être qu'il y a des choses sur lesquelles je me suis vraiment confrontée qui m'ont fait un bien fou et peut-être que les bases, en tout cas je me le souhaite, que j'ai mises en place sont des bases qui sont solides et qui vont me permettre de faire perdurer cette transition-là qui, je le souhaite, sera la dernière transition de santé que j'aurai à faire. Parce que là encore, je pars du principe que quand, on se fait soigner cette maladie chronique, en tout cas en partie par la chirurgie, il n'y a pas que le soin de la chirurgie qui est important, il y a aussi le soin global que l'on va s'apporter après derrière et qui doit perdurer dans le temps. Mais pour ça, il faut avoir des bases vraiment solides pour se poser toujours les bonnes questions et ne plus se perdre comme on s'est perdu, durant pour certains toute leur vie et en tout cas moi depuis quelques années. Si vous êtes dans ce parcours-là, n'hésitez pas à vous faire accompagner. Vous n'êtes pas tout seul. L'équipe qui vous a opéré et qui vous a accompagné avant la chirurgie doit être présente après la chirurgie. Si ce n'est pas le cas, trouvez-vous des praticiens professionnels qui vont pouvoir vous accompagner correctement
qui ne vont pas faire n'importe quoi, qui vous poseront les bonnes questions et qui feront que vous serez de leur équipe, dans leur équipe, et vous serez acteur pleinement de votre prise en charge. Et ça, il n'y a rien de tel pour avoir une réussite au long cours de votre chirurgie bariatrique. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute de cette séance. On se retrouve pour notre prochaine consultation dans 15 jours. Si vous le souhaitez, vous pouvez partager, n'hésitez pas à vous abonner. Vous pouvez me retrouver sur toutes les plateformes de streaming, Deezer, Spotify, Apple Podcast, mais également sur les réseaux sociaux Instagram et TikTok. Et n'oubliez pas, je suis également sur YouTube. À bientôt mes inconscients.